3 titres constituent la vitrine de cette édition de l'information de ce jeudi 21 novembre 2019 au Cameroun. Effervescence particulière à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène où le Premier ministre, chef du gouvernement Dr Joseph John Gouté, a accueilli au nom du président de la République respectivement son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo-Brazzaville, et Julien Ngodje Bekale, Premier ministre du Gabon. Ces chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale répondent ainsi favorablement à l'invitation de leur homologue camerounais, son Excellence Paul Biya, président en exercice de la CEMAC, qui a convoqué un sommet extraordinaire de ce groupement économique pour ce vendredi 22 novembre 2019. Paul Biya qui reçoit d'ailleurs en ce moment donné ses hôtes au Palais de l'Unité de Yaoundé. Hors de nos frontières, au Bénin, l'ancien chef de l'État et opposant en exil, Thomas Yayi-Boni, est arrivé à Cotonou où il devrait être reçu par le président Patrice Talon pour résoudre la crise que traverse le Bénin. Et puis en sport, 8e journée de l'élite One. Le verdict est tombé hier. À noter la première défaite de la saison de Bamboutos, Club de Mbouda et le faux pas du leader, Coton Sport de Garoua. Voilà pour la vitrine. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette édition de l'information de ce jeudi 21 novembre 2019. Une édition que nous ouvrons par l'actualité en provenance de la capitale politique du Cameroun où l'effervescence était toute particulière en début de journée à l'aéroport de Yaoundé-Simalène où le Premier ministre a accueilli respectivement au nom du président de la République son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, et Julien Ngodje Bekale, Premier ministre du Gabon. Ces chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC répondent ainsi favorablement à l'invitation de leur homologue camerounais, son Excellence Paul Biya, qui a convoqué une session extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC pour ce vendredi 22 novembre 2019. Paul Biya qui reçoit d'ailleurs en ce moment donné ses hôtes, c'est au Palais de l'Unité de Yaoundé. Nous parlons à présent du ministre de l'administration territoriale qui est sur le terrain à Makenene. Paul Atangandi a effectué une descente dans le cadre du plan d'assistance humanitaire aux déplacés internes de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le MINAT était par ailleurs porteur d'un message de réconfort et de soutien du président de la République Paul Biya. Les précisions dans cet élément de Jean-Oscar Libourg et de Mohamed Essoumba II. Je viendrai ici pour chercher mes frères pour qu'on rentre ensemble à Bamenda, à Boya, à Moyoka, à Batibo, à Fundong. Comme ça, nous allons continuer à vivre comme nous avons été toujours dans les deux régions. Et la caravane humanitaire d'assistance aux déplacés internes de la crise du nord-ouest et du sud-ouest s'est arrêtée pour essuyer les larmes de plus de 450 familles recensées et enregistrées dans l'arrondissement de Bakédéding, département du Bam et Inubu. La caravane conduite par Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, accueillie par cette population déplacée et nécessiteuse, dit merci mais souhaite encore mieux pour améliorer leur quotidien. Yeah, it's for the concern that the government has for us, because giving us this thing is just to make it we should know that the government is still behind us, although the struggles are going on. The government is giving help, so I'm thanking the government for that. I just want to say thank you for everything, but our plea is that they should help us so that we'll go back to our various destinations. Des dons constitués des denrées alimentaires et du matériel de couchage, ainsi que d'autres éléments de première nécessité sous le regard de l'élite du Mbam et Inubu. D'abord, je dois me réjouir de ce don du président de la République et de la sollicitude dont il fait montre vis-à-vis de nos frères et sœurs déplacés internes de la zone du nord-ouest et du sud-ouest. Retrouver leur zone normale de vie, leur village, leur quartier dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et ce n'est pas tout. Paul Atangandi
apporté le message du chef de l'État, celui du réconfort et de l'espoir. Je crois que le message, c'est un message de réconfort et le message d'espoir. Donc le chef de l'État est en train de regarder déjà la deuxième phase de l'opération, qui est le développement, comment amener ces gens à s'auto-gérer et ceux qui ont perdu tout leur bien, comment ils peuvent, n'est-ce pas, reprendre vie. Voilà pourquoi je leur dis, prochainement quand je serai ici, c'est pour leur dire rentrons à Bamenda, parce que nous sommes en train de tout faire pour que le calme revienne. Au-delà de ce message de réconfort et de l'espoir, le MINAT rappelle aux autorités de faciliter l'éducation de ces jeunes déplacés en leur permettant d'aller gratuitement à l'école. Que les déplacés internes des régions du nord-ouest et du sud-ouest, partout dans les régions, on doit accorder la priorité à leurs enfants. Et ils n'ont rien à payer. C'est une instruction du président de la République. Aller à l'école sans rien payer, il n'y aura pas de tracasserie. Voilà pourquoi j'ai dit au préfet qui est là, au sous-préfet, qu'une instruction présidentielle a valeur de décret. Donc, exécution immédiate. L'arrondissement de Makilinik est situé à la sortie de la région du centre et à la lisière des régions de l'ouest, non loin des zones en crise, a connu une inflation exponentielle des déplacés internes. Comment se porte la région de l'ouest du Cameroun au premier semestre 2019? La question était au cœur d'une réunion conjointe du comité de coordination administrative et de maintien de l'ordre à Fumban. Les travaux étaient présidés par Awafonkan Augustine, le gouverneur de la région du Soleil couchant. Frédéric Moutomé, Herbert Kouamon. Il a été question au cours de ce forum de réflexion et de partage d'expériences de dresser le bilan des activités menées depuis le mois de juin 2019 sur les plans administratifs, socio-culturels, politiques, économiques et sécuritaires et d'envisager les perspectives notamment pour cette fin d'année 2019 sans anicroche. Sur le plan administratif, les services publics et parapublics de la région de l'Ouest ont normalement fonctionné, ce malgré l'insuffisance du personnel, des moyens financiers et du matériel. Toutes les formations politiques représentées dans la région mènent sereinement leurs activités. Le taux d'inscription sur les listes électorales sur l'ensemble de la région affiche 76 245 potentiels électeurs. Le corps électoral a été convoqué et pour le moment, les acteurs sont entrés dans la danse, les partis politiques, autorités administratives et les autres, pour accompagner et pour ceux qui sont directement impliqués pour jouer les rôles. Donc c'était le moment pour nous de faire un brainstorming pour pouvoir mieux préparer comment accompagner Elekam dans ses responsabilités. Au 31 octobre 2019, le taux d'exécution des projets du budget d'investissement public dans la région de l'Ouest affiche 49%, taux jugé insatisfaisant et dû au retard accusé par certains maires dans la programmation des marchés alors qu'ils détiennent plus de 80% de l'enveloppe budgétaire. Awafonkan Augustine appelle à la remobilisation de tous et de chacun pour ce qui est de la commande publique. Par rapport aux désordres humains, vous savez que l'Ouest a été particulièrement frappé il y a quelques semaines. Nous ne devrons pas attendre, mais plutôt de voir comment prévenir à ce que ce phénomène et ces catastrophes ne se produisent plus. Donc nous avons identifié d'ici et là dans la région les zones dangereuses, prédisposées à des catastrophes, et la responsabilité a été donnée aux maires, aux autorités administratives, à tous les acteurs, chacun dans sa responsabilité, de rentrer et prendre ce qu'il impose pour que ces phénomènes et ces catastrophes ne frappent plus notre région. La région de l'Ouest héberge un peu plus de 63 000 déplacés des régions voisines du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun et qui cohabitent paisiblement dans les familles d'accueil et les structures religieuses. Sur le plan sécuritaire, la région a connu une accalmie relative marquée par une baisse de la criminalité urbaine et rurale. Toutefois, le département du Noun a brillé par le phénomène de profanation des tombes et de trafic des ossements humains.
L'action conjuguée de la gendarmerie nationale, de la police et des services du ministère des Transports a considérablement contribué à faire baisser la courbe des accidents de la circulation. Après ce tour d'horizon, plusieurs exposés ont été développés par les délégués régionaux, les préfets, les responsables des forces de maintien de l'ordre et le procureur général près la Cour d'appel de l'Ouest sur les sujets d'actualité. Les travaux du comité de coordination administrative qui se sont déroulés à Foumban se sont achevés par l'adoption des recommandations à mettre en œuvre pour que la région de l'Ouest se porte au mieux durant le mois de décembre 2019 et surtout pour une fin d'année 2019 paisible et pour un déroulement harmonieux et efficient du double scrutin municipal et législatif du 9 février 2020. Nommés récemment par décret présidentiel, les nouveaux responsables de l'École nationale des travaux publics ont été installés à leurs fonctions respectives par Emmanuel Gagnou-Djoumessi, le ministre des Travaux publics, autorité de tutelle. Mohamed Molu, Mohamed Essoumba II. Je vous déclare installé dans vos fonctions respectives. Nommé suite à un décret signé du chef de l'État le 14 octobre dernier, l'amphithéâtre des travaux publics a été pris d'assaut par collègues, amis, parents et connaissances, venus nombreux partager ces moments de réjouissance, mais davantage de reconnaissance de la nation vis-à-vis de ses fils les plus méritants. C'est le cas de la présidente du conseil de direction de l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé, en la personne de Lekefag Nemetarmo Ndemanour de God. Le directeur de cette institution et le directeur adjoint chargé des études que sont Nkin Georges et Lambo et Bouembachal ont également pris fonction. Donc à partir de maintenant, dès que le conseil sera entièrement désigné, avec la direction de l'école, nous allons donc implémenter les grandes orientations qu'il nous a données pour continuer de faire de l'école des travaux publics une école ouverte sur le monde et qui est aux standards internationaux. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Gagnou-Djoumessi, présent à cette cérémonie d'installation, a prescrit aux promus d'être des modèles au quotidien dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Le paysage du génie civil s'inscrira dans la modernité et l'efficacité dans notre pays avec un changement d'approche. Laquelle approche privilégiera désormais le pragmatisme, la créativité et les solutions pratiques. Comme le dit si bien l'adage, il ne reste plus qu'à juger le maçon au pied du mur. Le dossier de la rédaction ce soir est consacré à la célébration de la Journée mondiale de la télévision qui se célèbre ce 21 novembre 2019. La 23e édition est placée sous la thématique. Rappelez que la télévision se porte bien au-delà du simple visionnage lunaire. Retour historique sur cette journée et les objectifs attendus avec vous. Praxed Toulou. Les 21 et 22 novembre 1996, les Nations Unies ont organisé le premier forum mondial sur la télévision. Au siège de l'organisation, de nombreuses personnalités des médias se sont rencontrées pour débattre sur l'importance croissante de la télévision dans le monde en mutation et discuter des différentes formes de coopération qu'elle pourrait mettre en œuvre. La date du 21 novembre commémore l'influence sans cesse croissante qu'exerce la télévision sur les processus de décision et le rôle que joue le média dans nos vies. La télévision permet au grand public d'avoir un regard sur le monde, les conflits et les menaces à la paix et à la sécurité internationale, ainsi que sur d'autres sujets essentiels comme les questions économiques et sociales. La télévision est un outil de communication qui permet d'informer, d'éduquer et distraire le grand public. Ces 10 dernières années, elle a eu un impact considérable sur l'éducation des masses, d'où l'urgence de revoir la qualité des contenus télévisés afin qu'elle ne soit plus perçue comme un visionnage linéaire. D'ailleurs, le thème retenu pour cette 23e édition est le suivant: nous rappeler que la télévision va bien au-delà d'un simple visionnage linéaire, ce qui est une interpellation à la fois pour les promoteurs de chaînes de télévision qui doivent outiller et valoriser le partage, le vivre ensemble et le développement, et les téléspectateurs quant à eux qui doivent être plus exigeants, car de la télévision, ils apprennent de la société nouvelle.
Cette 23e édition de la Journée mondiale de la télévision nous a servi de prétexte pour questionner les Camerounais sur les programmes attrayants qui attirent et captent leur attention dans les tubes cathodiques. Regardez cet élément qui porte la signature de Zobel, Apollinaire Bon. La pluralité des chaînes de télévision existant au Cameroun renforcée avec l'arrivée des chaînes étrangères via les câbleaux distributeurs offre un vaste champ de choix aux téléspectateurs. Moi personnellement, la télévision, je suis beaucoup plus fan des débats et des journaux télévisés. Alors mes programmes préférés, il y a déjà le journal dans différentes chaînes de télévision. Puis il y a les débats, surtout les débats politiques. En plus de l'information et des débats télévisés qui constituent le premier choix pour plusieurs, d'autres trouvent leur compte dans les programmes plus divertissants. Les films, les séries policières et enfin les enseignements dans les chaînes chrétiennes, l'enseignement, les musiques chrétiennes et tout. C'est tout. Là, il y a beaucoup d'émissions comme ça qui concernent la vie. Surtout des animaux, les interactions entre les animaux et autres là, ce sont les principales émissions que je suis à la télévision. Le sport occupe aussi une place de choix dans cette multitude de programmes proposés au quotidien. Mon programme préféré à la télévision, c'est le football. Oui, la Ligue des champions les mardis et les mercredis, et la Ligue Europa. Et les week-ends, c'est ça qui anime mes week-ends, quoi. Les matchs de Champions League et les matchs de l'équipe nationale du Cameroun. Mais malgré cette diversité de choix, force est de constater que la télévision constitue de nos jours un véritable compagnon pour les ménages et reste fidèle à ses missions d'informer, éduquer et divertir, et chacun y trouve son compte. En santé, le saviez-vous, 1629 femmes sur 100 000 au Cameroun sont décédées au cours de cette année finissant en donnant la vie. Il s'agit des données révélées par l'Organisation internationale de la santé qui souhaite réduire le taux de mortalité maternelle d'ici 2023. C'est dans cette perspective que les spécialistes de la santé reproductive ont ouvert les réflexions depuis le début de semaine à Douala. Jean-Jean Mayena, Raoul Ouattat. Sur 100 000 naissances vivantes au Cameroun, 529 femmes sont décédées sur la table d'accouchement. Cette année, dans les régions de l'extrême nord, du nord, de la Damawa et de l'est du pays, des statistiques de l'Organisation mondiale de la santé qui font froid au dos, d'où l'urgence de l'OMS de réduire à l'horizon 2023 le taux de mortalité chez la mère, d'enfants et l'adolescent dans la région africaine en général et singulièrement dans notre pays. La situation au Cameroun, comme je le disais, la mortalité maternelle elle a diminué. Elle était estimée autour de 800 pour 100 000 naissances vivantes en l'an 2000, disons. Aujourd'hui, elle est estimée à 529 pour 100 000 naissances vivantes. Donc elle a diminué, mais elle reste encore très élevée. Pour la mortalité infantile, donc la mortalité infantile juvénile, en 2000, elle était estimée à 137 pour 1000 naissances vivantes. Aujourd'hui, donc on a eu l'EDS l'année dernière, l'enquête démographique et santé. Aujourd'hui, la mortalité infantile juvénile est estimée à 78 ou 79, si vous voulez. Juste en dessous de 80 pour 1000 naissances vivantes. De nouveau, elle a diminué, mais elle reste de nouveau assez élevée. En déclarant ouvert officiellement la réunion des gestionnaires de programmes relatifs à la santé reproductive, celle de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, et à la nutrition, le représentant du ministre camerounais de la Santé publique a développé la politique de la santé implémentée par le gouvernement qui s'adosse sur la couverture santé universelle, mettant en priorité la santé de la mère et de l'enfant. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire. Il y a d'abord la création de centres où les femmes peuvent aller, se faire consulter au cours de la grossesse. Il y a aussi l'augmentation de personnel qualifié, soignant. Et il y a aussi l'enseignement dans les écoles pré-emploi et le renforcement des capacités à celles qui sont déjà là.
Notre gouvernement, à travers le président lui-même, a insisté qu'il faut que tout le monde, les femmes enceintes, puissent aller à l'hôpital sans être freinés par les raisons financières. Raison pour laquelle on est en train de mettre en place une couverture de santé universelle. Et malgré les efforts consentis par les gouvernements, comparé à toutes les régions de l'OMS, l'Afrique reste le continent où le taux de mortalité reste le plus élevé. Il y a environ 19 pays qui ont une mortalité de plus de 500 décès pour 100 000 naissances vivantes, ce qui est très élevé. Et nous avons aussi les objectifs de développement durable qui nous demandent à baisser la mortalité maternelle en dessous de 140 ou en dessous de 70 décès pour 100 000 naissances vivantes. Quand on regarde les projections pour l'Afrique, il faudra beaucoup plus d'efforts pour y arriver. Ainsi, du 18 au 22 novembre à Douala, professionnels et experts de la santé reproductive vont tabler sur la question pour trouver des voies et moyens afin de réduire de façon considérable le taux de mortalité dans le vieux continent noir. Dans la région de l'extrême nord du Cameroun, après 3 tentatives infructueuses, l'Assemblée générale élective de l'Association des parents d'élèves et enseignants du lycée bilingue de Mokolo s'est finalement tenue et a débouché sur l'élection de Kizito Damaï. Les travaux étaient présidés par le sous-préfet de Mokolo. Précision dans ce reportage. Au lycée bilingue de Mokolo, dans le département du Mayotanaga, à Tanganazoua, préside personnellement l'Assemblée générale élective de l'Association des parents d'élèves et enseignants. Une présence du sous-préfet de Mokolo qui n'est pas anodine. Au sein de cet établissement scolaire, les enseignants et parents d'élèves avaient récemment dénoncé la gestion mafieuse des frais d'APE et exigé le remboursement du prêt contracté par le proviseur, conditionnant par la même occasion la tenue d'une Assemblée générale élective à la clarification de ces griefs. Déjà, d'une manière générale, je suis globalement satisfait du processus de désignation, notamment parce que j'ai senti un très grand intérêt des parents de toute la communauté éducative pour cette élection. Les parents se sont mobilisés massivement et nous avons senti pour chaque poste un grand intérêt des uns et des autres avec les multiples candidatures. C'est donc au bout de 3 tentatives infructueuses que l'Assemblée générale élective de l'Association des parents d'élèves du lycée de Mokolo s'est tenue, laquelle a débouché sur l'élection de Damaï Kizito comme président de l'APE au terme d'un scrutin qui a mobilisé 4 candidats. Je crois que c'est une lourde tâche que j'ai eu à prendre ce jour. Ce n'est pas facile, mais je crois que ce que je pourrais vous dire et ce que je pourrais dire aux parents, de faire confiance en toute sécurité, nous allons bien organiser le travail pour que ça puisse avoir d'une bonne fleur à l'avance. Et d'ailleurs, nous voyons nos murs qui n'ont pas été achevés. Je crois que la première des choses, le premier défi à lancer, c'est de finir d'abord avec cette clôture. Si possible, nous constatons aussi dans certaines salles de classe des effectifs pléthoriques qu'on doit maintenant éclater dans les salles de classe et normalement donner tous les moyens possibles à tous nos encadreurs dans ce lycée d'être à l'aise. À l'heureux élu, le sous-préfet de Mokolo a prescrit la clarté dans la gestion des fonds d'APE et une franche collaboration avec l'administration du lycée. Ce que je souhaite maintenant, c'est que nous puissions laisser derrière nous la période d'alternement et de transition et que les uns et les autres permettent au nouveau bureau de travailler. Je sais pouvoir compter sur le chef d'établissement, sur les membres du bureau sortant pour qu'ils accompagnent le bureau entrant. Nous allons finaliser les formalités administratives de passation des services. Pour le nouveau président de l'association des parents d'élèves du lycée bilingue de Mokolo, les priorités sont connues. Il s'agit du paiement des enseignants vacataires et la finition des travaux de construction de la clôture de cet établissement d'enseignement secondaire. C'est un bureau neuf. Donc, tout l'ancien bureau a été renouvelé. Dans le bureau, tous les membres du bureau sont des nouvelles personnes. Et tous sont parents d'élèves, enseignants et parents en même temps. Et le bureau est vraiment très jeune. Et nous pensons qu'avec ce bureau jeune, il y aura une grande vision
de l'amélioration des conditions de vie à l'établissement. Notre établissement a besoin d'infrastructures. Déjà, nous avons des infrastructures sur place, mais avec ce bureau, nous aurons à réfléchir dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des élèves et des enseignants. Hors de nos frontières, rendons-nous au Bénin, où l'ancien chef de l'État et opposant en exil, Thomas Yayi Boni, est de retour à Cotonou. L'ancien chef de l'État sera reçu par Patrice Talon pour résoudre la crise que traverse le Bénin. Les précisions de nos confrères d'Africa News. Au Bénin, l'ancien chef de l'État et opposant en exil, Thomas Boni Yayi, est arrivé mercredi à Cotonou, où il devrait être reçu par le président Patrice Talon pour résoudre la crise qui secoue le pays, selon le gouvernement et certains membres de son entourage. Mais cette rencontre n'a finalement pas eu lieu. Ce pays d'Afrique de l'Ouest, réputé stable, traverse une grave crise politique depuis les législatives d'avril dont l'opposition avait été exclue. Thomas Boni Yayi était accompagné d'une importante délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest impliquée dans la résolution de la crise béninoise. Mais celle-ci s'est finalement rendue sans lui à la présidence pour échanger avec le président Patrice Talon. Les principales revendications de l'opposition n'ont pas été satisfaites à ce jour. Cette semaine, les parlementaires de l'Afrique centrale ont débattu de la question de l'insécurité alimentaire à Brazzaville. Les travaux étaient présidés par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo-Brazzaville. Une fois de plus, les précisions de nos confrères d'Africa News. L'insécurité alimentaire et nutritionnelle préoccupe les parlementaires d'Afrique qui ont débattu de la question mardi à Brazzaville au Congo. Une rencontre présidée par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso qui a exhorté les élus à s'impliquer davantage dans la lutte pour éradiquer le mal. Élus du peuple et en votre qualité de législateur, il vous faut montrer l'exemple en devenant des acteurs pragmatiques de première ligne sur le terrain. Il nous faut impérativement remporter la bataille de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Un appel qui en dit long sur l'urgence de la situation, telle que le montrent les statistiques alarmantes de l'ONU, qui estime que 42,7 millions des 220 millions de personnes touchées par la faim en Afrique subsaharienne vivent en Afrique centrale. Et les spécialistes comptent sur le soutien des parlementaires pour inverser la tendance. Pourquoi ils ont un rôle à jouer? Parce que la situation mondiale, de façon générale, elle est, je ne dirais pas dramatique, mais elle est catastrophique parce que quand nous nous retrouvons avec 821 millions de personnes qui sont sous-alimentées, dont 257 en Afrique, et si nous prenons de façon spécifique, vous avez 42 millions, presque 43 millions qui sont rien que de l'Afrique centrale, nous estimons que le problème est alarmant et il faut agir. Conscients de leur importance dans la société, les parlementaires d'Afrique centrale espèrent faire de cette rencontre de Brazzaville le point de départ d'une nouvelle stratégie dans cette lutte contre l'insécurité alimentaire. Et puis en sport, le championnat Elite One au Cameroun a livré sa copie pour la 8e journée. À noter la première défaite de la saison de Bamboutos Club de Mbouda et le faux pas du leader Coton Sport de Garoua. Zobel Apollinaire Mbon. Rien ne va plus pour l'office unique du département des Bamboutos. Les Mangwa Boys se sont fait battre cet après-midi par la formation du Touné Kalara Club de Yaoundé. 1-2, enregistrant ainsi leur première défaite de cette saison. Une défaite qui arrive après le match nul de la 7e journée face à Péges de Fou. Des résultats qui traduisent peut-être le mal-être au sein de la famille. Le leader Coton Sport de Garoua s'est également fait surprendre par la formation de Dragon de Yaoundé en s'inclinant sur le score de 0-1. La Colombe de Dia et Lobo fait match nul 1 partout face à Fovo Club de Baham. Après sa sortie victorieuse devant Fovo Club de Baham lors de la journée précédente, le canon sportif de Yaoundé a été battu ce mercredi par Yon Sport Academy de Bamenda 0-1. Panther Dundee et Stade Renard de Mélon se neutralisent 0 partout. Avion Academy enchaîne avec une deuxième victoire d'affilée
en dominant Fétu FC de Diko Banjoun 1-0. Edin Sport de la Ligue qui domine PWG de Bamenda 2-0 et l'Union Sportive de Douala réalise une bonne affaire en prenant le dessus sur APGS de Fou 2-1. 5 victoires pour 4 matchs nuls, c'est le bilan de cette 8e journée avec un total de 16 buts inscrits. C'est ici que s'achève cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.